Le 19 septembre 1356, à Poitiers, les Français sont vaincus par les Anglais. Fait rarissime dans l'histoire de France, le roi est capturé. Conquête et conflit. Un podcast. Good Morning Esseg. Alors déjà, on va refaire un peu de contexte. Donc la guerre commence en 1337, on va revenir un peu plus tôt, vers 1314. On a la mort de Philippe IV le Bel. C'est le début de la période des rois maudits. Alors je sais pas si tu sais ce que c'est les rois maudits. Alors j'en ai complètement aucune idée. Donc on va passer très vite dessus, mais Philippe IV le Bel meurt après un règne tout à fait normal. Et tous ses fils vont défiler sur le trône, un à un, et ils vont tous mourir très vite, ce qui va poser le problème de la dynastie, le problème dynastique. Alors ils vont mourir très vite, assassinat ou mort Mort naturelle. D'accord, ok, très bien. Donc ce qu'il faut en retenir en réalité des rois maudits, c'est que au final, on a Philippe VI de Valois, qui est un lointain cousin, qui va monter sur le trône, alors que en Angleterre, on a Édouard III, Plantagenet, donc une dynastie qui vient de France par ailleurs, et il descend de l'une des filles de Philippe IV le Bel. Donc en fait, il a plus de légitimité que Philippe VI de Valois. Donc le roi d'Angleterre, Édouard III, a plus de légitimité que Philippe VI de Valois qui monte sur le trône. Et ça va déclencher le problème dynastique qui plus tard sera un prétexte. C'est absolument pas la raison du début de la guerre, comme on le croit souvent, c'est un prétexte, je vais expliquer pourquoi, qui est avancé par Édouard III pour justifier une guerre contre le royaume de France. À ce problème dynastique, on a trois autres problèmes qui se superposent. Le premier, c'est le problème aquitain, c'est-à-dire qu'en France, on a l'Aquitaine d'aujourd'hui qui était la Guyenne d'alors, ça s'appelait la Guyenne, un peu plus gros que l'Aquitaine d'aujourd'hui, et c'était un duché du roi d'Angleterre. Donc le roi d'Angleterre était roi dans son pays, et il était aussi duc en France, dans le royaume de France, pour l'Aquitaine. Et ça veut dire tout simplement que Édouard III, il devait rendre hommage au roi de France, alors même qu'il était lui-même roi aussi. Édouard III, il a un peu refusé de rendre hommage, c'est-à-dire qu'il a rendu hommage mais à moitié, pas réellement. Et il a surtout rechigné à venir. Donc on a déjà le problème aquitain, qui est que Philippe VI de Valois peut confisquer le duché d'Aquitaine, s'il le veut, et le fait que le roi d'Angleterre aurait dû donner son hommage au roi de France et il ne l'a fait qu'à moitié. Le deuxième problème, c'est le problème écossais. L'Écosse, qui ne fait évidemment pas partie de l'Angleterre, qui est au nord, est un pays qui combattait beaucoup contre l'Angleterre à ce moment-là. Et on a l'une des plus anciennes alliances qui existent, qui s'appelle l'Old Alliance, qui lie la France et l'Écosse. Concrètement, ça veut dire que la France et l'Écosse se mettent d'accord, si l'Angleterre attaque l'un d'eux, l'autre attaquera sur les arrières. Donc l'Angleterre, si elle veut attaquer l'Écosse, elle aura forcément une guerre à deux fronts, avec la France qui viendra se mêler des affaires. Ce qui, à cette époque, est un très grand danger pour l'Angleterre, ça bloque totalement l'Angleterre. Le troisième problème, c'est le problème flamand. La Flandre est, à cette époque-là, une partie de la France, et l'économie flamande, elle repose sur la laine. Et le commerce de la laine est porté par Londres, qui achète beaucoup, et Édouard III va faire exprès de réduire ses achats, et donc de causer des problèmes économiques à la Flandre. La Flandre va donc se délier du roi de France, et plus se porter vers le roi d'Angleterre pour conserver ses intérêts économiques. Et donc ces trois problèmes, qui sont totalement séparés, à part les uns des autres, ils vont se relier un petit peu, c'est-à-dire que Édouard III va concrètement entrer en guerre contre Philippe VI de Valois, le roi de France donc, en 1337, et il va chercher à avoir l'alliance de la Flandre. C'est-à-dire qu'il va chercher à ramener la Flandre dans son camp, militairement parlant surtout, pour ensuite former une coalition et vaincre le roi de France. Sauf que, en Flandre, on n'est pas forcément très chaud pour ça, parce que c'est un acte de félonie. Ça veut dire c'est une traîtrise à la parole donnée et à l'hommage donné au roi. C'est-à-dire que la Flandre a donné hommage envers le roi de France, donc ils sont normalement soumis au roi de France, ils n'ont pas le droit de le trahir comme ça. Donc Édouard III, pour rallier la Flandre à cause, il va tout simplement revendiquer la couronne de France. Alors moi j'ai une question, mais du coup en faisant ça, Édouard III est bien au fait que l'Écosse va donc l'attaquer, d'après ce qui avait été dit avant. Tout à fait. L'Old Alliance rentre effectivement en compte. Si la France est attaquée par Édouard III,
Édouard III prend évidemment le risque que l'Écosse l'attaque sur ses arrières. Mais il va quand même prendre le risque parce que il veut attaquer le royaume de France et il s'estime capable de se défendre contre les Écossais. Donc la guerre, si elle a commencé en 1337, commence réellement avec des vrais combats seulement en 1340. Entre 1337 et 1340, il y a quand même 3 ans. Il se passe quoi en fait concrètement pendant ces 3 ans? Et ouais, ça peut étonner. La préparation à la guerre, à cette époque, elle est super longue. Donc Édouard III, de son côté, il doit débarquer des troupes sur le continent, c'est ce qui est casse-tête logistique énorme, et aussi compte tenu des maladies et des tempêtes en mer, etc. Parce que les flottes, c'est pas du tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est juste quelques bateaux qui servent à la pêche, des choses comme ça. Et il doit également se concilier donc la Flandre pour être sûr d'avoir des alliés avant de partir au combat. Il doit également se financer, donc il doit avoir l'aval et surtout les fonds qui sont versés par les banquiers de Lombardie, c'est-à-dire les banquiers italiens. La guerre le ruine, elle va ruiner les deux côtés en règle générale. Et donc pendant qu'Édouard III, lui, prépare son expédition, de l'autre côté on a Philippe VI de Valois qui va tout simplement s'emparer, enfin essayer de s'emparer, du duché de Guyenne. Donc la guerre de 100 ans, concrètement, elle commence par une bataille navale. Ça peut être un peu étonnant parce qu'à l'époque, comme je t'ai dit, les flottes, c'est pas du tout ce qui est prédominant. Mais on a bien une flotte française qui va affronter une flotte anglaise. C'est la bataille de l'Écluse en juin 1340. Alors les Français vont adopter une tactique absolument ridicule. Ils vont se faire laminer par les Anglais. Donc on commence la guerre par la flotte française se fait laminer. C'est moins important que ça pourrait le paraître, parce que la flotte, comme je l'ai dit, c'est juste des bateaux que tu rassembles comme ça. C'est long, c'est dur, mais c'est pas du tout les bâtiments de guerre qu'on a actuellement, qui sont très longs à construire, etc. Donc c'est juste que la variable importante à prendre de ça, c'est que la flotte française est rayée de la carte, et surtout rayée de la Manche. Donc les Anglais peuvent traverser à leur guise pour aller débarquer sur le continent. Bien sûr, il reste tout ce qui est les dangers liés à la mer, les dangers naturels, qui sont extrêmement dévastateurs encore à cette époque. Donc en 1341, on va juste en faire mention, parce que c'est pas d'une importance capitale pour l'instant, il faut juste être conscient du fait que ça arrive. On a la guerre de succession de Bretagne. Et c'est juste que ça va être un nouveau foyer de tension entre les Français et les Anglais, qui ont chacun leur champion dans cette guerre. Depuis 1337, on a évidemment Édouard III qui essaye de mettre en place sa campagne militaire à plusieurs reprises, et donc il essaye de mettre en place ce qu'on appelle les chevauchés. Alors, tu parles de chevauchés, donc j'imagine que c'est une armée qui est constituée de cavaliers avec des chevaux, etc. En réalité, pas tant que ça, c'est une armée normale, c'est juste que la chevauchée, le principe même de la chevauchée, on a une armée tout à fait normale avec des fantassins, des cavaliers, des archers, qui vont parcourir le territoire, mais sans s'arrêter. C'est-à-dire qu'ils vont pas faire de siège autour des grosses villes, ou alors ils vont juste faire peur aux grosses villes pour ensuite les prendre d'un assaut unique, et ensuite demander un tribut à la ville pour gagner de l'argent. Le but de la chevauchée, c'est de dévaster le territoire ennemi, de rafler le maximum de butin possible, sachant que le butin raflé va autofinancer la chevauchée, donc c'est très important parce qu'à ce moment-là, les guerriers, c'est pas une armée de métier, c'est pas une armée, je veux dire, nationale, parce que la notion de nationale n'existe pas encore, mais c'est une armée du coup qui est rassemblée, c'est des nobles qui sont là par intérêt. Ils sont pas là uniquement pour servir le roi d'Angleterre, ils sont là aussi pour devenir plus riches et pour combattre, tout simplement. Donc une chevauchée, le but c'est de rafler du butin, d'éventuellement prendre quelques villes sans en faire de longs sièges et d'avoir la rançon, tout simplement, pour la ville, et de déstabiliser le pouvoir adverse parce qu'on a complètement dévasté le territoire. Donc par ces chevauchés, en réalité, l'armée française et anglaise, elles vont se croiser sans combattre. Pendant plusieurs années, c'est surtout le roi de France, Philippe VI de Valois, qui va esquiver le combat. Et en 1346, on va avoir la bataille de Crécy. En réalité, c'est les nobles français qui vont pousser Philippe VI de Valois à se battre, parce que les nobles en ont marre de toujours esquiver le combat, et les paysans de France commencent à râler, parce qu'ils payent tout simplement un impôt au roi, et ils attendent en retour de cet impôt qu'ils soient protégés. Or, si leurs terres sont dévastées, clairement ils ne sont pas protégés par l'armée.
Donc Philippe VI de Valois est poussé à la bataille, non seulement par Édouard III d'Angleterre qui voudrait combattre également, mais aussi par son propre camp qui veut combattre et veut en finir. Donc Philippe VI va essayer de rattraper, et réussir d'ailleurs à rattraper Édouard III, l'armée d'Édouard III, à Crécy, en août 1346. Crécy, c'est vers le nord de la France. Et il va déclencher la bataille immédiatement, alors même que toute son armée n'est pas arrivée. Il est en grande supériorité numérique, mais ce sont beaucoup de chefs, parce que dans l'armée française, on a beaucoup de chevaliers. Et les chevaliers, c'est des nobles qui respectent un code, évidemment, et qui veulent absolument attaquer pour l'honneur et faire des prisonniers. Le but, c'est de faire des prisonniers et avoir des butins ensuite. C'est-à-dire qu'il y a des rançons qui sont demandées, si on arrive à capturer des nobles adverses. Et ils vont donc attaquer la cavalerie en premier. En face, on a ce qu'on appelle les arquelons, donc on a des archers munis d'arquelons, ce qui est dévastateur. C'est-à-dire que c'est des archers avec une très longue portée. Et ils sont totalement entraînés parce qu'ils se sont battus contre les Écossais il n'y a pas si longtemps, donc ils sont habitués à ce genre de combat. Donc les Anglais, bien qu'en infériorité numérique, ils se retranchent un petit peu, ils tirent de loin, les cavaliers en première ligne meurent, en tombant ils bloquent le passage ou font tomber les lignes suivantes, ça devient n'importe quoi, c'est totalement un cauchemar du côté français, les archers anglais se régalent de loin, ils peuvent toujours tirer, et c'est un désastre complet pour l'armée française. Donc Philippe VI de Valois, il n'a plus d'armée à ce moment-là, et de toute façon il est ruiné, donc il n'a pas du tout les moyens d'entretenir les bribes d'armée qu'il a encore, ni évidemment de lever une autre armée, certainement pas. Donc il revient à Paris, mais pour autant, Édouard III, de l'autre côté, on a parlé du principe de la chevauchée, il n'a pas beaucoup de moyens et il est un peu obligé de rentrer en Angleterre aussi. Donc il va pas venir faire le siège de Paris, il n'a absolument pas les moyens de faire le siège de Paris. Il va pas prendre beaucoup de villes clés, il n'a pas non plus les moyens. Parce qu'il y a une petite notion à bien comprendre, c'est qu'à ce moment de l'histoire, c'est paradoxal, mais celui qui assiège, généralement, cède plus vite que les assiégés. Parce que celui qui assiège doit trouver de la nourriture autour, et une fois qu'ils ont nourri l'armée qui est forcément plus nombreuse que les assiégés, c'est le principe, une fois qu'ils se sont nourris sur les terres, ils n'ont plus rien pour se nourrir, alors que ceux qui sont assiégés, généralement ils l'ont vu arriver, et ils ont tout ramené dans la ville en termes de récolte, ils sont moins nombreux, et donc juste ils résistent, et les assiégeants vont être obligés ensuite de partir, bredouille, alors que les assiégés pouvaient encore tenir quelques temps. C'est pour ça qu'on a des sièges qui durent très longtemps. Alors c'est pas pour rien que je te dis ça, tout simplement Édouard III, s'il ne peut pas assiéger Paris ou d'autres grandes villes, il va néanmoins revenir vers le nord, et il va assiéger Calais, qui est une ville importante non seulement en termes de superficie, mais aussi en termes stratégiques, parce que Calais, c'est très proche de Londres. C'est la ville portuaire française la plus proche des terres anglaises. Donc prendre Calais, c'est avoir une porte d'entrée sur le royaume de France qui est exceptionnelle. C'est pour ça qu'on a un siège de 11 mois qui va être mené par Édouard III, et pour le coup, il va vraiment donner tout ce qu'il a, et il va amener les grands moyens. Calais tombe effectivement après 11 mois de siège, et Calais va rester anglaise pendant très longtemps. Donc le siège de Calais se termine en 1347, et cette même année, on a une petite maladie qui vient en Europe, qui s'appelle la peste noire, qui va gentiment tuer 25 millions de personnes en Europe, c'est-à-dire environ la moitié de la population, et qui sera surtout virulente entre 1347 et 1351-52. Philippe VI de Valois va d'ailleurs mourir, pas de la peste, mais il va mourir pendant ce temps-là, et il sera succédé sur le trône de France par Jean II le Bon, qui va être bien pire que lui. Merci de m'avoir écouté, c'était Virgile Imbert pour la première partie de l'épisode 4 de Conquête et Conflit, un podcast Good Morning ISEG.